Les années 90 ont vu l'une des plus grandes batailles marketing de l'histoire. L'ultime guerre des consoles opposant Sega à Nintendo. Chacun se battait à coups de millions en marketing, en innovation et en jeux légendaires. Sega faisait jeu égal, s'offrant des stars du sport et même Michael Jackson lui-même. C'est plus une rumeur, ça a été confirmé. En écoutant les musiques de Sonic 3, vous écoutez presque son album caché. Sega était cool, Sega était au sommet, mais aujourd'hui il reste plus grand chose. Vraiment, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de Sega? Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé à travers 5 échecs de l'entreprise, 5 échecs qui sont porteurs de grandes leçons, que ce soit en marketing ou en philosophie, et qui, j'en suis sûr, pourront vous servir dans la vie. SG-1000, comment gagner quand on n'a aucune chance? Saviez-vous que Sega n'est pas totalement une entreprise japonaise? C'est la contraction de Service Game, boîte créée par des Américains pour importer des machines à sous au Japon. Il faudra attendre 1984, 38 ans après sa création, pour que Sega devienne un peu plus japonais. Ça restera toujours un hydra de tête, séparant bien Sega Japon et Sega Amérique, ce qui ne sera pas sans poser quelques problèmes, vous allez voir. Tout commence par une coïncidence totalement folle. Nintendo et Sega lanceront leur première console de salon le même jour. D'un côté, la Famicom, qui deviendra la NES, et de l'autre, non pas la Master System, la SG-1000. Et comme vous le voyez en comparaison, la SG-1000 a un gros retard technologique, en se payant même le luxe d'être plus cher pour ça. Malgré tout, Sega a un gros coup de bol. La Famicom, en plus des problèmes de stock, a de gros soucis à cause de circuits imprimés défectueux, ce qui permettra à Sega d'avoir un peu de succès et de mettre de l'argent de côté pour lancer 2 autres consoles qui bideront. Il faudra attendre la SG-1000 III qui deviendra Master System en Occident pour que Sega explose. Enfin, explose en Europe et au Brésil uniquement. Parce que Sega au Japon et en Amérique, c'est pas tout à fait ça. Ils vendent quasi 20 fois moins de consoles que Nintendo. Comment tu veux battre quelqu'un d'aussi puissant? Surtout que Sega a des gros obstacles devant lui. Déjà, Nintendo impose l'exclusivité. Si tu veux vendre ton jeu sur NES, ça sera que sur NES. Fatalement, Sega manque de jeux, fatalement, il y a eu des procès pour faire tomber ces logiques d'exclusivité. Ensuite 2, Sega n'a pas vraiment de mascotte à opposer à Mario. Alors, ils ont bien essayé d'avoir Alex Kidd, mais bon voilà. Il y a aussi eu Altered Beast, mais on s'est dit qu'un loup à poil, ça faisait pas vraiment rêver les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, Sega USA nomme comme nouveau PDG Tom Kalinske, un professionnel du jouet connu pour avoir relancé Barbie ou Hot Wheels. Il rigole zéro et il va demander une mascotte avec un design marketing. Parce que Sonic a failli avoir un look d'animé ou de vieux cartoon. L'idée même d'un hérisson avait été rejetée car aux États-Unis, il n'y a pas de hérisson, ils connaissent pas. Mais finalement, après de nombreux allers-retours entre les deux pays, un design est retenu pour enfin devenir ce Sonic qui sortira sur la non moins légendaire Mega Drive. C'est là que tout va changer pour Sega. Sega CD, faut-il trop innover quand on est au sommet? Dans les années 80, Nintendo a une domination absolue sur le marché des consoles. Tout va changer en 1988 avec la sortie de la Mega Drive, 40 millions d'exemplaires vendus, quasiment autant que de Super Nintendo. Un succès largement gagné par un marketing très agressif, Sega n'hésitait pas à se moquer de Nintendo directement dans ses publicités. Sonic, Michael Jackson, les stars du sport de l'époque, Sega signe de gros chèques pour avoir les meilleures têtes d'affiche. Ils vont aussi mettre beaucoup d'argent dans l'innovation. Alors, le mot est cool, mais en marketing, c'est pas forcément les plus innovants qui gagnent. Et Sega va souvent arriver trop tôt. Première innovation à échouer, le Sega Activator. Le Kinect 15 ans avant Microsoft, tu pouvais jouer à Mortal Kombat sans manette en reproduisant les coups. Sauf que c'était pas au point. Deuxième innovation à échouer, le online avec le méga modem. C'était 5 ans avant Nintendo et son Satellaview. Malheureusement ça va flopper, c'était long, c'était cher et les jeux étaient pas ouf. Troisième innovation malheureuse, les consoles portables. Ils ont été les premiers à en proposer une en couleur et ils ont même inventé la Switch avant l'heure.
La Nomad était une Mega Drive portable qu'on pouvait brancher à la télé. Mais là encore, trop en avance, la console avait des composants trop grands et trop lourds, des batteries trop faibles et un prix beaucoup trop cher. Enfin, quatrième innovation à échouer, ça sera celle du support. On l'oublie assez vite, mais face à Sega, il n'y avait pas que Nintendo, il y avait aussi NEC. Ok, on les a tous oubliés, mais à l'époque, leur PC Engine cartonnait en utilisant une nouvelle technologie, le CD-ROM. Faut dire que le support cartouche était un frein à la vente des jeux. C'était tellement cher. Certains jeux de Mega Drive pouvaient être vendus 100 $ simplement parce que le jeu était trop lourd pour les cartouches de base. Sega décide donc de copier NEC en sortant un accessoire Mega Drive, le Sega CD. Oh le beau bébé. Oh oui, tu es bon. Avec ça, on pouvait lire des CD sur une console 16 bits. On pouvait regarder des films sur sa Mega Drive. Bon, après c'est pas 4K, mais imaginez la révolution. Ça poussera d'ailleurs Nintendo à réagir en s'associant à Sony pour essayer de sortir une Super Nintendo CD, qui capotera. Alors ils ont essayé avec Philips, et c'était une catastrophe. Sega a indirectement poussé Nintendo à faire les plus grosses erreurs de son histoire. Pourquoi dire alors que la Sega CD a été un fail? Surtout que les ventes étaient loin d'être mauvaises. Disons-le, la technologie n'était pas au point. C'était cher, les jeux étaient trop courts, trop mauvais et surtout bien moches. C'est moche comme un cul de singe. Il y a même eu un gros scandale avec le jeu Night Trap qui consistait à surveiller des adolescentes avec des scènes assez traumatisantes. Sur une console pour enfants, l'État est intervenu et ça a fait perdre à Sega beaucoup du soutien qu'ils avaient gagné avec les magasins de jouets. On le rappelle, c'était le gros de la stratégie de Tom Kalinske. Et si, en fait, le CD-ROM n'était pas l'avenir. Avec tout ça, c'est ce que Nintendo et Sega ont fini par penser, et c'est ça qui va les tuer. 32X, ne pas se précipiter si votre équipe ne peut pas suivre. 1993, Atari annonce la Jaguar 64 bits, une console à l'apogée de la puissance. Face à cette annonce, Sega prend peur. Le PDG de Sega Japon appelle les États-Unis. Les gars, faut qu'on lance un truc rapidement pour pas se faire doubler par la concurrence. Une grave erreur stratégique. Sega a toujours été plus focus sur ce que faisaient les autres plutôt que d'inventer son propre futur, nous dit un ancien producteur de Sega. Une précipitation d'autant plus illogique que la prochaine console de Sega, la Saturn, elle est déjà prête. C'est juste qu'à l'époque, il y a un gros décalage de 1 ou 2 ans entre les sorties au Japon et les sorties aux États-Unis. En plus, le PDG de Sega Amérique, lui, il a pas besoin de changement. La Mega Drive se vend encore très bien. Dans la précipitation, ils ont donc conçu la 32X, un accessoire de la Mega Drive qui permet d'en augmenter la puissance de 16 à 32 bits. La console pouvait maintenant lire des vidéos, mais il y avait de la quasi 3D et des nouveaux jeux exclusifs. Malheureusement, Sega a oublié quelque chose, les gens qui font les jeux. Quelqu'un était au courant? Non seulement ils n'auront pas le temps de finir avant la sortie, mais surtout, ils ont plutôt envie de se concentrer sur l'avenir, sur la prochaine génération de consoles. La 32X n'aura même pas 40 jeux, c'est pas ouf. Et les journalistes, parlons-en. Sega les a invités à une grande fête promotionnelle pour tester la console, mais la musique était tellement forte que la salle s'est vidée. Personne ne voulait tester la console. Le pire, c'est que la 32X a un peu saboté le lancement de la future Saturn qui devait sortir l'année suivante. Les gens avaient déjà dépensé leur économie dans cet accessoire. Et Sega l'abandonne même pas un an après, les consommateurs étaient juste dégoûtés. Saturn ne jamais surréagir à la concurrence. Vous le savez, la PlayStation devait à l'origine être une console Nintendo. Mais Nintendo a flippé, ils avaient peur que Sony fasse n'importe quoi avec les jeux, donc fin du deal. Ce que vous savez moins, c'est qu'avant ça, Sony est parti négocier avec Sega États-Unis. Et le deal est passé crème. La PlayStation allait être une console de Sega. Mais là, t'as le PDG japonais de Sega qui sort. C'est une idée stupide, Sony ne sait pas faire de hardware, pas plus que des jeux. Le retour de Karma va être ultra violent. Sega était alors en train d'imaginer sa future console, la Saturn. De la 3D, un support CD, il y a tout ce qu'il faut pour marcher, surtout que Nintendo est totalement à la traîne. Mais quand Sega découvre la PlayStation et ses capacités techniques, c'est la panique. Le PDG du Japon appelle les États-Unis. Bon, PlayStation va nous démonter au Japon, et faut avancer la sortie en Occident pour espérer les doubler. Le PDG de Sega Amérique sait que c'est la pire des stratégies possibles, surtout qu'ils viennent à peine de lancer la 32X. Mais bon, hein, quand faut y aller, faut y aller. Mais 1994, annonce surprise devant la presse, la Saturn sort maintenant tout de suite. Tu peux la trouver en magasin. 6 mois avant la sortie prévue.
Ça a posé 3 problèmes majeurs. Déjà, les développeurs n'ont pas eu le temps de finir leur jeu. Le line-up de sortie était ridiculement pauvre. Dites-vous que cette console n'a même jamais eu aucun vrai jeu Sonic. Comment vendre une console Sega dans ces conditions? Deuxième problème, le manque de stock a obligé Sega à donner l'exclusivité de vente à certains magasins de jouets et pas à d'autres. Logiquement, il y en a qui sont vexés, ce qui a entraîné un boycott de Sega chez de très gros distributeurs. Troisième problème, et c'est le pire, ça a donné du temps à Sony pour se préparer, et surtout asséner l'un des moments les plus violents de l'histoire du jeu vidéo. Pendant le 3, Sega annonce la Saturn à 399 $. La conférence juste après, le PDG de Sony monte sur scène, il jette le discours qu'il avait préparé et ne sortira qu'un mot. 299. À ce moment précis, Sega était déjà mort. C'était inévitable. Sony pouvait fabriquer tous ses composants électroniques gratuitement, alors que Sega devait les acheter, impossible de suivre sur les prix. Et puis, vous vous souvenez du PDG de Sega qui disait que Sony ne savait pas faire de hardware? La Saturn est considérée comme l'une des pires architectures de console. Un Frankenstein avec plein de processeurs, de bus partagés et de puces spécialisées. La console n'était même pas capable de faire de la vraie 3D, ce n'est qu'une illusion de 3D. Pour les développeurs tierces, c'était limite impossible d'y faire des jeux. L'arrogance de Sega les a tués. Leur communication se faisait en plus vieillissante. Ils continuaient à s'adresser à des ados de 15 ans alors que le public fan de la Mega Drive avait grandi. Et ça, Sony l'a très bien compris en les draguant directement. La PlayStation serait la console des grands. Suite à ça, le PDG de Sega USA décide de partir, celui du Japon est plus ou moins viré, et les nouveaux PDG seront radicaux. La Saturn ne sera pas notre futur. Coup de grâce. Dreamcast, l'argent est le nerf de la guerre. Quand la Dreamcast sort en 1998, Sega a plus d'1 an et demi d'avance sur la concurrence. Leur console est géniale, les graphismes sont superbes, la technique au poil et de gros jeux sont prévus pour aider la console à se lancer. 9 millions d'unités vendues, c'est pas vraiment un échec, même si c'est loin des 155 millions de PlayStation 2. Certains veulent expliquer cette absence de succès par l'absence d'un lecteur DVD ou une manette pas adaptée aux mains du public occidental. Sauf que la vraie raison, c'est juste que Sega était déjà mort. Il y avait juste plus assez d'argent pour lutter. Il a bien failli avoir un deal Microsoft et Sega, ce qui aurait peut-être fait de la Xbox une console Sega. Le 31 janvier 2001, Sega annonce donc l'abandon de la Dreamcast et la restructuration de la société autour de la création de jeux. Malheureusement, Sonic a bien moins réussi son passage à la 3D que Mario, et si Sonic Adventure a été apprécié, à partir de Sonic Heroes, c'est la descente aux enfers. Sonic 1 sur Mega Drive s'est vendu à 15 millions d'unités, les deux jeux Sonic Boom sont à peine montés à 600 000, et ce, alors que le nombre de gamers a plus que doublé entre temps. Il a fallu que ce soit des fans qui reprennent la licence en main avec l'excellent Sonic Mania pour lui redonner des lettres de noblesse. Maintenant, disons-le, Sega n'est pas mort. Il générait encore pour 3 milliards de revenus en 2020. Yakuza, Total War, Virtua Fighter, Persona, Football Manager, Hatsune Miku, Bayonetta, Shenmue. Est-ce que vous saviez que tous ces jeux étaient faits par Sega ou leurs filiales? Ils ont encore des centaines de licences qui marchent très bien. Par ailleurs, ils sont les rois de l'arcade au Japon, suffit d'aller à Akihabara pour s'en convaincre. Et puis les consoles, c'est pas totalement fini. Il y a eu la Mega Drive Mini en 2019 et l'Astro City en 2020. Du coup, certains se mettent à rêver, à imaginer que Sega puisse revenir avec une nouvelle console et peut-être raviver la flamme d'une guerre des consoles devenue molle. Alors, qu'avez-vous retenu comme leçon des échecs de Sega? Des leçons philosophiques qui vont peut-être vous aider dans la vie. Je vous attends pour en discuter en commentaire. Démontez-moi ce bouton like et abonnement aussi rapidement que Sonic. Allez les amis, ciao!